Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer à introduire cette séance pendant que le public vient encore s'asseoir, puisqu'il y avait une queue importante. Merci à toutes et à tous d'être ici ce soir. Merci à celles et à ceux qui ont fait la queue en attendant de savoir s'ils pourraient rentrer ou non dans cette salle. C'est toujours un parcours du combattant, ce genre de choses, et ça indique effectivement l'intérêt immense que suscite Maria Grazia Chiuri, que nous avons l'honneur de recevoir ici dans l'auditorium Jacqueline Lichtenstein, à l'occasion d'un nouvel événement organisé dans le cadre des 20 ans de l'INHA. L'INHA a été créé en 2001 et au mois de juillet 2001, et nous faisons courir ces célébrations pendant toute l'année du mois de juillet 2021 au mois de juillet 2022. Donc, vous le savez, et c'est pour ça que vous êtes là la plupart. Je ne sais pas quelle est la proportion d'entre vous qui sont là parce que c'est les 20 ans de l'INHA, mais je pense qu'elle est assez faible et je pense que vous savez parfaitement, si vous êtes là, que nous recevons Maria Grazia Chiuri ce soir, qui va s'entretenir avec Fulvia Carnevale. Je suis extrêmement heureux aussi d'accueillir Fulvia ici. Je dirai un mot par la suite. Dans la programmation de ces 20 ans, nous avions choisi de donner la parole aux historiennes de l'art, aux créatrices, pour qu'elles évoquent le rôle de l'histoire de l'art dans leur pratique. Des chercheuses aussi de différents domaines, et il nous tenait évidemment particulièrement à cœur de faire figurer la mode dans ces dialogues. Non pas parce que cela aurait un sex appeal très particulier, même si je suis heureux que ça ait du sex appeal parce que ça permet d'avoir des salles pleines, mais tout simplement parce que la mode fait partie des sujets sur lesquels l'histoire de l'art se penche depuis longtemps, devrait se pencher plus, et que les partitions traditionnelles entre différentes disciplines et différents domaines ont eu tendance à ce que ce domaine soit un peu laissé de côté. On a aujourd'hui un renouveau des études sur l'histoire de la mode qui est effectivement important en France, internationalement, avec une jeune génération qui est en train d'arriver. Et de ce point de vue-là, du coup, ça nous semblait important de le signaler ici de façon très explicite, même si vous savez peut-être, pour certains d'entre vous, que l'INHA, dans un passé très récent, a conduit des programmes de recherche sur la mode, soit sur des magazines de mode, soit notamment un grand programme de recherche sur la mode masculine qui est aujourd'hui clos, qui a donné naissance à des publications. Nous avons fait des publications aussi de textes théoriques sur l'histoire de la mode, et donc c'est un engagement extrêmement fort que nous souhaitons continuer, et j'espère que cette présence aujourd'hui de Maria Grazia est un signe d'engagement à venir. Je profite de ce que vous soyez là, en public captif, désormais les portes sont fermées, pour vous dire simplement quels sont les prochains rendez-vous prévus dans le cadre des festivités des 20 ans, dont la coordination a été assurée par Victor Claes et Mathieu L'Église. Le 6 avril aura lieu une journée d'hommage à Pierre Ancrevet, une des principales personnes qui ont permis à l'INHA d'exister, un linguiste engagé en politique et historien de l'art, accompagnant un certain nombre d'artistes à qui nous rendrons hommage, comme nous rendrons hommage le 18 mai à Michel Laclotte, autre figure clé de la naissance de l'INHA, autour de l'histoire des musées et de sa pratique de l'histoire de l'art. Le 19 avril se tiendra le débat « À quoi sert l'histoire de l'art à nous rendre plus créatifs ?» C'est peut-être indirectement ou directement un des sujets dont il sera question ce soir. Le 23 mai, nous vous convions à la prochaine grande conversation, cette fois-ci autour de la danse, avec la chorégraphe Mathilde Monnier et la chercheuse Pauline Chevalier. Ça sera aussi une soirée qui s'annonce extrêmement intéressante. Et je vous rappelle que cette programmation est à retrouver sur 20ans.inha.fr, ainsi que dans un livret qui est à votre disposition, je pense, à la sortie, que chaque événement fait l'objet d'une captation que vous pouvez retrouver très vite sur la chaîne YouTube de l'INHA. Mais j'en viens à la raison d'être de cette soirée, avec la présence de notre invitée, Maria Grazia Chiuri,
Je ne vais pas vous redire tout son parcours, vous le trouvez facilement. Je pense que ça n'a pas là, en l'occurrence, sinon pour les points qu'elle va elle-même évoquer éventuellement, d'intérêt en tant que tel. Ce qui nous importe, c'est qu'elle est aujourd'hui une créatrice majeure de la mode en tant que directrice artistique des collections femmes haute couture, prêt-à-porter et accessoires de la maison Dior. Avec donc un rayonnement de la moindre chose qu'elle crée qui est extrêmement important. Et que dans le cadre, ce qui nous a donné envie de l'inviter, l'idée de l'inviter, c'est le fait que dans ce cadre-là, d'une part, elle a encouragé une forme de relation privilégiée avec des femmes, et notamment avec des femmes artistes, ce qui est le cas de Fulvia Carnevale, qui est ici, que je vais présenter dans 2 secondes, mais ce qui est le cas aussi d'Eva Jospin, qui est dans la salle, et puis d'autres, avec des femmes artistes, mais aussi en mettant en valeur le rôle des femmes dans la création de la mode elle-même, dans sa conception, dans sa diffusion, dans sa promotion, bref, en faisant en sorte que, de façon peut-être plus claire que dans beaucoup d'autres cas, les femmes ne soient pas seulement l'objet qu'on est censé habiller, mais soient aussi véritablement rendues des sujets par le biais du travail qu'elle peut faire. Et on a vu apparaître à de nombreuses reprises dans les messages de dans ces défilés, dans ces collections, des messages explicites qui vont dans ce sens du type We should all be feminists ou Sisterhood is powerful ou pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes en citant le livre de Linda Nochlin. Et c'est évidemment cette citation de Linda Nochlin, qui, plus que toute autre chose, nous a donné envie de l'interroger, de savoir quel était le type de relation qu'elle pouvait entretenir effectivement avec l'histoire de l'art, l'histoire des objets de l'art, l'histoire des images, l'histoire des formes, mais aussi l'histoire de l'art en tant qu'elle se fait, de la réflexion qui peut en être et de la façon dont cette réflexion peut avoir des effets très directement dans la création, mais dans la société aussi au sens large du terme. Et de ce point de vue-là, je dois dire que je suis très heureux qu'elle ait choisi comme sparring partner Fulvia Carnevale, qui est, alors je ne sais plus comment dans l'histoire ça fonctionne, si vous êtes les assistants, si vous êtes une des 2 assistants de Claire Fontaine, je crois que c'était ça au départ, si j'ai bon souvenir. Ça fait un petit moment que j'ai plus entendu cette manière de présenter les choses. Mais donc Fulvia Carnevale fait partie de ce collectif artistique, de ce duo artistique Claire Fontaine, qu'elle a créé avec James Thornhill en 2004. Peut-être qu'elle en parlera ici. Et tout son travail est aussi marqué par cette manière de relire l'histoire de l'art, de relire à la fois l'histoire des formes, l'histoire des images, mais aussi l'histoire des productions intellectuelles qui les ont accompagnées, qui les ont suscitées, qui ont pu être suscitées par elle, pour en tirer des nouvelles formes, des nouveaux objets et des nouvelles images qui ont à nouveau une potentielle efficacité à la fois dans le champ artistique et dans le champ social beaucoup plus large. Donc je dois dire que je suis très impatient de vous entendre dialoguer parce que ces positions sont à la fois similaires et différenciées et que ça sera certainement extrêmement intéressant. Avant de laisser la parole à Maria Grazia Chiuri, je voudrais juste dire quelques mots de remerciement. Un remerciement particulier à Valentine Legrand et aux équipes de Dior pour leur aide dans la mise en place de cet événement. Un remerciement très chaleureux au service des manifestations, à celui de la communication de l'INHA, sans qui ce type d'événement ne pourrait pas être possible, au service des moyens techniques et en particulier à Maxime Grel et ses collègues en régie qui font à la fois que nous pouvons assister à cette discussion, mais qu'elle sera ensuite rediffusée,
avec une mention spéciale à l'interprète Valentina Gardet. On m'a demandé de la remercier très spécialement parce qu'elle fait un travail apparemment exceptionnel. Et celui qui me l'a dit est le dernier à qui que je veux remercier ici, Victor Klaas, qui est l'organisateur principal de cette soirée dont je ne suis que le porte-parole. Merci à vous, grazie a voi due. A voi. Bon, les micros marchent, c'est déjà un bon début. 1, 2, 3, sì. Alors, je vais vous parler en italien et c'est l'interprète qui traduira en simultané. Et merci beaucoup de m'avoir invité ici. Merci Maria Grazia pour cette invitation à converser avec toi. Maria Grazia, je ne sais pas, tu veux que je commence à te poser des questions? Oui, je pense que c'est plus simple comme ça. On va briser la glace. Alors derrière moi, vous voyez des œuvres de Clairefontaine qui sont des œuvres sur l'illisible. On parle de bric-bat. Ce sont des briques autour desquelles on a une couverture de livre. Ce livre, c'est celui scanné de Carla Lonzi. 3 livres de Carla Lonzi, un du collectif de la révolte féminine. Et l'illisible, je voudrais partir de là, c'est une catégorie de Carla Lonzi qui est très importante parce qu'elle revient à la question de comment on construit les récits, l'histoire de l'art, l'histoire des formes. Et elle dit que la position féministe, souvent, était illisible, aussi parce que les femmes elles-mêmes n'arrivaient pas à la déchiffrer, à la comprendre, et pensaient parfois que c'était un geste d'hostilité. En revanche, récemment, Christine Delphi disait que les femmes qui ne soutiennent pas le féminisme n'arrivent pas à admettre qu'elles sont elles-mêmes dans cette situation, qui n'est pas normale, dans laquelle leur parole, leur expression vaut autant que celle des hommes, et elles préfèrent le nier d'une façon à garder l'illusion que tout est normal et qu'on vit dans l'égalité. Moi, je voudrais demander à Maria Grazia, justement, comment elle a rencontré cet engagement féminisme, cet amour pour le féminisme, comment elle l'a décliné dans son travail et comment elle a trouvé la force et le courage et l'enthousiasme pour partager l'espace de son travail avec toutes ces artistes qui toutes, selon moi, celles que tu as sélectionnées, qui parlent de ces questions-là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En réalité, tout est extrêmement personnel. Mon amour pour l'art est très personnel et à travers l'art, c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre de nombreux aspects de moi-même, à travers le travail des artistes et aussi par rapport à mon travail, mon propre travail. Je dois aussi dire que ce parcours s'est dessiné de façon très claire avec l'idée que je me vois comme une femme qui a grandi dans les années 70. Et le féminisme, je l'ai vécu très fortement dans ma famille, avec mes parents, dans les faits. Et c'était un petit peu quelque chose de pris pour acquis. Et c'était l'occasion de reprendre ça en main, de réfléchir et d'apprendre à communiquer autour de ça. D'ailleurs, je te remercie parce que tu m'aides à trouver les mots justes pour parler de ce que je voulais dire, parce que je voulais manifester cette expérience du féminisme dans mon travail. Et je pense que tu as vraiment raison quand tu dis que les femmes ont du mal à accepter cette voie. Mais ce n'est pas seulement dans l'art, c'est aussi dans la mode et dans beaucoup de secteurs. Et certainement, quand je suis arrivée chez Dior, où immédiatement, la seule chose dont on parlait, c'était que j'étais la première femme à la tête d'une maison aussi historique. C'était aussi ma première expérience de travail en dehors d'un territoire
qui était bon, un peu ma zone de confort, l'Italie, le territoire qui m'appartenait culturellement parlant. J'ai donc compris que je devais nécessairement non seulement utiliser ma voix, mais aussi me faire soutenir par d'autres voix pour pouvoir donner une vision, de mon point de vue, une vision plus complète que ce qu'il y a derrière ce mot, parce que ce mot est très sous-entendu dans le langage commun. On parle presque d'un tabou, parler de féminisme. En réalité, pour différentes raisons, aussi liées aux stéréotypes du genre. Oui, je pensais à une phrase de Linda Nochlin que j'ai entendue hier et qui m'a fait beaucoup rire dans la vidéo qu'elle a fait, dans laquelle elle commente les tableaux des artistes femmes de la collection Pompidou. Elle dit, ces femmes françaises, parce que toi tu parles justement de la difficulté ou de la diversité de ton expérience, ici en France par rapport à celle que tu as eue en Italie, culturellement, pour le meilleur, pour le pire, en gros la différence. Il y a cette nécessité de se positionner différemment pour se rendre lisible, pour reprendre ce mot. Linda Nochlin disait oui, les femmes françaises, pendant ce mouvement MeToo, il y a eu cette tribune célèbre qui a été signée par Catherine Deneuve et d'autres figures féminines, dans laquelle elles exprimaient un point de vue qui semblait un peu craindre les conséquences du féminisme, parce qu'elles ne voulaient pas aller à l'encontre des hommes, finalement. Elles ne voulaient pas être associées à ces horribles féministes, ces femmes horribles et laides. Et Linda Nochlin disait, oui d'accord, mais disons d'accord qu'il y a des féministes laides, que la laideur, la mocheté puisse être un concept. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont très laids, mais ça ne les empêche pas d'avoir beaucoup de femmes amoureuses d'eux. Et de laisser une longue histoire d'avoir une grande place dans l'histoire. Donc la laideur a aussi un rôle dans l'histoire. On en a parlé avec Claire Fontaine dans la création de votre espace. La beauté féministe est un ready-made. On a parlé de ça, c'est une évolution. On a voulu étendre l'ampleur de cette phrase, de cette citation. Selon moi, il est très important que tu nous éclaires sur le fait que le glamour, la beauté ne doivent pas être une prison, une chose vécue comme une adaptation à un stéréotype, mais plutôt un espace de recherche et d'expérimentation. Absolument. Et c'est encore plus vrai parce que, au fond, bien sûr, il ne faut pas oublier que je suis arrivée chez Dior, une marque, une maison qui, tout de suite, je dois le dire, même avant d'arriver chez Dior, avant d'arriver dans les réunions, les colloques, on m'a dit, on m'a mis devant le fait qu'il y avait une vision corporate de la féminité chez Dior. Comme si Dior était une marque féminine. Et je dois dire, et ça je l'apprécie tellement, auprès des différentes personnes, Helmut Toledano, chez toutes les personnes chez Dior qui m'ont dit, qui ont accepté qu'on parle de ce sujet. Parce qu'il était clair que cette idée de la féminité de la marque était liée à une vision culturelle très spécifique, qui ne reflétait pas ma propre vision de la féminité. C'est pour cela qu'il m'a semblé opportun, aussi parce que mon choix a été modéré
Et c'est aussi un âge auquel on ne fait pas forcément les mêmes choix et on pense pas toujours que ce qu'on dit va être accepté. Alors moi, il fallait que je pondère mes choix. Mais pour moi, le féminin, c'est un mot qui malheureusement est souvent identifié avec un corps, une silhouette, un ensemble d'images qui, je dois le dire, même en étudiant beaucoup les archives Dior, en réalité, Monsieur Dior ne voulait pas faire cela. Parce que je pense que l'histoire de l'art, tous ces éléments sont importants pour comprendre notre temps. Parce que Christian Dior, en 1947, a fait cette silhouette en se disant que c'était pour des femmes qui sortaient de la guerre, qui avaient connu un énorme poids. Il voulait leur redonner un corps. Donc quand on voit tous les dessins dans les archives Dior, les dimensions des corps sont minces, pas parce qu'elles étaient très maigres, mais parce que c'était une silhouette allégée. Il faut remettre ça dans le contexte historique. Pourquoi ce travail a été fait? En réalité, c'est aussi comment ce travail a été fait et qui l'a raconté. Qui a raconté ce travail? À travers quel regard? Donc voilà le pouvoir de la parole et du récit. Dans mon travail, moi, je recherche toujours à avoir un récit choral. Je crois beaucoup au travail de communauté où chacun exprime la part qu'il a réalisée dans le travail. C'est pour cela que j'invite des artistes et leur espace et leur propre espace. Elles vont pouvoir réaliser leur propre œuvre. L'important, c'est juste que les modèles puissent se défiler, qu'il y ait l'espace pour ça. Mais tout a une importance. On a souvent raconté qu'il y a un risque que d'une certaine manière, on ne raconte pas correctement cet aspect qui est très présent aussi dans mon secteur. En effet, je voudrais revenir sur cette question du récit choral. Depuis le début, tu as travaillé avec l'idée d'être ensemble comme un élément qui renforce ta position. Je pense que ça a très bien fonctionné, en tout cas quand on a travaillé ensemble. Pour moi, c'était une invitation incroyable parce que tu n'as pas voulu que je voie avec mon collectif la collection avant qu'on intervienne. Alors j'avais bien compris qu'il fallait qu'il y ait un espace pour que les modèles puissent défiler sans trébucher sur les choses. Mais nous devions créer notre espace et ça c'est un défi que nous avons accueilli. Nous avons vraiment ressenti ton sentiment d'hospitalité et le désir d'unir nos voix avec une confiance mutuelle. C'est quelque chose qui s'est passé un peu dans l'obscurité puisque ça a été un choix d'affinité élective, mais ça pouvait aussi se révéler catastrophique. Ça a finalement été un exercice d'une grande générosité, d'une grande ouverture d'esprit. Et ça a aussi été une expérience éthique, parce que le résultat esthétique de cette combinaison, cette complicité qui s'est formée entre nos deux travaux a aussi nourri notre amitié. C'est un résultat stupéfiant. Ça m'a beaucoup émue, parce que moi, je n'avais jamais été à un défilé de mode dans ma vie avant ça. Donc tu peux imaginer, pour moi, voir ces œuvres activées alors que je les avais imaginées comme des choses non dites, la question de l'absence, et de voir ces choses-là activées par ces femmes contemporaines. Et je suis d'accord avec les choses que nous avons écrites dans ces néons. Nous ne voulons pas parler à la place des gens. Nous voulions créer un espace de dialectique. Il s'agissait de créer des formes, des forces, des intensités. Moi, je vois vraiment une éthique fortement féministe et fortement non compétitive, dans le sens que, selon moi, c'est une façon
de mettre à l'épreuve l'excellence d'une façon qui n'est pas destructive. On ne détruit pas le contexte. Il ne s'agit pas d'une posture historiquement masculine avec le mythe du créateur de mode isolé, qui ne doit rien à personne et qui cache son travail reproductif et ses citations, le travail artisanal aussi, et qui lui permet de briller en tant que génie. Toi, tu as pris une posture très différente qui, selon moi, est aussi beaucoup plus contemporaine. Je pense que dans la posture que j'ai adoptée, dans la partie de mon travail artistique, il y a aussi une façon de critiquer un système qui, d'une certaine façon, s'est raconté en faisant référence, comme on l'a dit tout à l'heure, en faisant référence à l'artiste seul. En fait, le système mode n'est pas cela. Moi, j'ai commencé à travailler à 20 ans dans la mode, j'ai vu toute l'évolution du système de la mode. Je connais bien toute cette évolution. J'ai vu toutes les différentes phases, le développement, avec autrefois des dimensions plus familiales, que ce soit en Italie ou en France. Et ensuite, la révolution qui a eu lieu avec les médias et le fait que ce soit devenu vraiment mainstream. Et je connais aussi les aspects critiques de ce système. Donc dans mon travail, la communauté, la volonté de remettre en discussion ce système, qui a parfois été excluant, mais pas seulement. Par exemple, par rapport à des designers en général, si on parle de photographie, par exemple, toutes les campagnes étaient faites exclusivement par des photographes hommes. Et seulement 10 photographes qui revenaient tout le temps. On avait l'impression qu'il n'existait aucun autre photographe au monde. Donc de ce point de vue-là aussi, je suis arrivée avec un choix de choisir seulement des femmes photographes pour mes campagnes. Aussi parce que c'est une représentation différente. La façon de voir est différente quand on est une photographe femme. Donc dans ce travail choral, j'avais la volonté d'avoir le soutien d'un ensemble de figures artistiques dans différentes disciplines afin de pouvoir donner vraiment une vision différente de la Maison Dior et aussi de mon secteur spécifique. Et s'il y a un dialogue correct, transparent, je pense que ça ne peut que faire du bien et ça ne peut que enrichir ce monde. Aussi parce que de mon point de vue, c'est quelque chose dont je souffre beaucoup dans la mode, parce qu'en Italie c'est encore différent, ce n'est pas aussi détaché, il n'y a pas la même considération culturelle. La mode, en fait, est un territoire qui touche à différents sujets, comme j'ai pu le voir avec les différentes artistes, la façon dont elles utilisent différents éléments. Je n'oublierai jamais Tommaso Binga, Bianca Pucciarelli, quand elle a fait son alphabet, elle est arrivée au dernier moment et elle m'a dit « Ah, mais moi, je voudrais aussi faire une performance pendant le défilé. » Et j'ai apporté mes vêtements que j'ai fait toute seule. Et elle les a apportés, j'ai trouvé ça fantastique. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Et j'ai mis donc Tommaso Binga avec ses 2 modèles très grandes, ses 2 mannequins. Elle avait une idée très précise de ce qu'allait être sa performance pendant le défilé et de ce qu'était son œuvre totale. Elle avait aussi une idée précise de ses vêtements. Ces vêtements étaient présentés comme un instrument pour exprimer son œuvre. Et donc là, tu te rends compte de la façon dont la mode entre dans ce langage et donne une valeur extrêmement forte. C'est un territoire dans lequel aujourd'hui nous devons réfléchir beaucoup plus, aussi dans la façon de la faire. Oui, justement, tu as fait des choix de collaboration avec des artistes assez extraordinaires, parce que ce sont des gens
qui ne sont pas forcément des associations auxquelles on s'attendrait pour une maison comme Dior. Ce sont des choix vraiment pensés de ta part, entre Tommaso Binga, Marinella Senatore et d'autres artistes avec lesquels tu as pu collaborer, Lucia Marcucci. Dans tes travaux précédents, il y a eu des choix liés à la question du langage. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que justement, on associe parfois par erreur, bien sûr, la mode avec un certain mutisme, un certain mystère, etc. En revanche, peut-être tu peux nous en parler. Moi, je trouve que la façon avec laquelle l'art associé à la mode, dans ces espaces que tu crées, avec cette hospitalité, ces invitations que tu donnes, cette question de l'interprétation, l'un étant l'illustration de l'autre ou l'un créant la scénographie de l'autre, on va au-delà de ça. Et c'est comme ça qu'on en vient à une Tommaso Binga qui arrive avec ses propres vêtements. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a une sorte de moment performatif pendant le défilé qui devient vraiment une sorte de représentation théâtrale, la création d'un monde différent qui dure très peu de temps, mais dans lequel il n'y a pas de langage qui prévaut sur l'autre. C'est vraiment une façon d'avoir même un langage écrit qui trouve un espace à un endroit où il devrait y avoir mutisme, silence, ambiguïté du désir, l'anorexie et l'après-guerre, voilà tous ces sujets un peu muets dont on a pu entendre parler, alors que toi, tu actives le langage d'une façon très différente. C'est vrai que mon travail, moi je me vois plutôt comme quelqu'un qui crée des projets, qui projette des idées. Ça fait aussi partie de mon background italien qui est très différent. Bien sûr, d'une formation peut-être anglaise ou française. Et il y a cet aspect en réalité plus créatif, plus créateur, avec le mystère, bon, dans une formation différente. Moi, je crois plus aux créateurs chez qui il y a un projet, des idées, une technique, on a un atelier dans lequel on travaille, il y a une analyse de la façon par laquelle on veut réaliser ce projet. La mode, c'est un projet sur le corps. Et aussi pour cela, moi je m'intéresse beaucoup à toutes ces choses, toutes les artistes que j'ai invités, qui m'ont aidé, parce que moi je n'en finis jamais d'étudier. Je suis toujours dans une recherche sur comment améliorer mes projets, comment réfléchir d'une façon plus active et concrète pour mon projet qui est un projet de mode. Puisque de toute façon, la mode, au-delà du fait d'acheter un vêtement Dior ou n'importe quel vêtement, même un vêtement d'occasion, c'est une représentation de soi quand on s'habille. Avec ces vêtements, une personne se représente, elle se raconte. Et moi, je trouve fascinant que beaucoup d'artistes, d'une certaine façon, et même de nombreuses personnes, fassent elles-mêmes leur propre œuvre d'art, soient elles-mêmes leur propre œuvre d'art. Tous ces sujets, bien sûr, sont chers à mon cœur, et c'est la partie que je préfère dans mon travail, c'est cette recherche perpétuelle pour comprendre toujours plus. Oui, et il s'agit aussi de pousser les limites du possible, parce que j'ai l'impression que dans ta façon de créer un monde, dans cette volonté qu'il y a chez les artistes que tu as invités, dans ces différentes collaborations éphémères, je trouve que c'est une façon aussi de réécrire, comme on disait, un alphabet par exemple. Et comme tu disais, c'est une façon de créer une incarnation différente, un rapport différent avec le corps. Parce que la construction d'un récit qui inclut aussi le travail de reproduction,
celui qui est considéré comme artisanal, qui désarticule, qui désorganise les hiérarchies du texte écrit, les hiérarchies de l'habillement plus artisanal peut-être, tout ce que tu as pu connaître dans l'histoire de l'art, ce qui est pu rester obscur. Là, il y a la construction d'une autre syntaxe. C'est une syntaxe incarnée parce que la mode donne cette possibilité de faire venir ces mondes-là sur nos corps. Et au lieu d'aller dans quelque chose qui accompagne de façon consensuelle la consommation, sans aller fortement à l'encontre avec les traditions du vêtement. Parce que il faut dire que les vêtements que tu crées sont des habits très pratiques. Ça peut choquer. Quand j'ai pu avoir l'occasion d'essayer tes vêtements, je peux dire que ce sont des vêtements dans lesquels on peut marcher, dans lesquels on peut vivre. Et oui, parce que la mode, c'est quelque chose... la mode a conditionné la vie des femmes. Les femmes qui devaient rester à la maison, qui ne pouvaient pas bouger, qui ne pouvaient pas marcher dans leurs chaussures. Alors que pour moi, la mode, c'est la liberté. Ce n'est pas pour moi un parcours acceptable d'avoir une mode qui enferme les femmes. De mon point de vue, la chose qui est très intéressante, et je pense aussi que ça a aussi donné plus de résonance à mon travail, c'est le fait de le faire chez Dior. Parce qu'on ne peut pas nier que Dior, dans l'imaginaire mainstream, était un canon inamovible. Et on avait l'impression que pour faire la silhouette Dior, il fallait être absolument dans l'inconfort. Parce que même l'idée qu'il était lui-même vu comme un architecte a été racontée comme un architecte qui construit une maison dans le corps n'est pas vraiment bien, mais une architecture presque artificielle. Et ça peut être une posture, un choix. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions ces dernières années. Maintenant, ça fait 5 ans et demi, incroyablement, que je suis chez Dior. Et j'ai beaucoup réfléchi à tout ça au quotidien, ça m'accompagne dans mon travail. Parce que je crois vraiment dans le pouvoir de la mode, d'utiliser tout cela. C'est un pouvoir qu'elle a dans la communication, pour essayer de changer un peu le langage. Je ne crois pas forcément dans les effets spéciaux, dans le fait de faire défiler des mannequins de différents âges, par exemple, parce que cela voudrait dire qu'on nie que la mode a un projet industriel. À part la couture, la haute couture, qui peut être faite à la main, sur mesure, il y a un aspect industriel avec lequel on doit forcément travailler quand on est créateur. La partie industrielle va d'une certaine façon devoir être prise en compte. Lorsqu'on fait un vêtement, on ne peut pas imaginer les faire tous sur mesure. Ce n'est pas réaliste, bien sûr. Donc j'ai toujours refusé l'aspect très visuel qui n'est pas réaliste. Je pense que de toute façon, il faut trouver un équilibre qui va pour tout le monde. Justement, les artistes que tu as invités ont travaillé, je pense par exemple à mon travail avec Claire Fontaine dans notre collaboration. Moi, je voulais présenter une rupture qui ne s'opère pas au niveau qu'on attend. C'est une rupture qui arrive à un niveau plus profond, plus insidieux.
Il s'agit d'habiter l'histoire des formes présentes, mais en la bouleversant d'une façon plus discrète. La mode comme valeur d'usage est une surprise aussi, c'est une chose en plus. C'est comme si on disait que ce désir de rupture théâtrale, spectaculaire, auquel on pourrait s'attendre chez les femmes qui parlent du point de vue d'une prise de parole, si ce n'est une prise de pouvoir, s'il n'y avait pas ça et que cela pouvait en fait désorienter la lecture des choses. Je ne sais pas. Je pense que toute cette ouverture de l'histoire de l'art, des canons de l'histoire de l'art, comme disait Duchamp, si quelqu'un fait un chef-d'œuvre au bout du monde, personne n'en saura rien et ce chef-d'œuvre restera inexistant. L'inexistence est fortement liée à la connaissance, au partage des choses. Alors, l'arrivée de nouvelles figures dans les canons de l'histoire de l'art est une entrée étrange de nouvelles personnes, parce que l'inclusion est toujours quelque chose de curieux. Il y a toujours une forme de violence que quelqu'un subit, mais il y a aussi une façon de faire entrer ces nouvelles figures dans un nouvel ordre avec une forme de déstructuration à laquelle on ne s'attend pas. Philosophiquement, on parle de la posture du féminisme italien révolutionnaire qui a refusé l'inclusion si l'on ne croit pas que les droits doivent être égaux. Les femmes disaient « Nous ne voulons pas être inclus à un système qui nous refuse ». Elles voulaient que ceux qui avaient produit l'exclusion soient complètement éradiqués. On peut mettre cela en parallèle avec les expériences de populations colonisées, racialisées, ou des personnes qui ont souffert de violences de classe. Je pense qu'il y a des points de vue assez similaires sur cette ouverture déstructurante du canon. Et je pense que c'est un point de départ pour la pensée et pour le travail. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup à faire, je dois dire. Et moi, je voudrais te poser une question. Par exemple, j'ai remarqué que très souvent, certaines artistes, même certaines artistes avec lesquelles j'aurais adoré travailler, elles n'ont pas forcément se sont pas senties à l'aise avec le fait d'avoir affaire à un espace aussi grand. Ça m'a beaucoup touchée, même des artistes très très brillantes qui peuvent avoir peur de prendre de l'espace, un espace trop grand. Ça m'est venu à l'esprit en voyant cette collaboration, ce fait de force, le fait de faire un travail monumental. Parce que les femmes veulent rarement faire un travail monumental. Et c'était le cas de Niki de Saint-Phal, ce concept du monumental, de l'espace. C'est vrai, le monumental, c'est problématique. La verticalité, c'est problématique. Ce sont des problématiques parce que ça attire l'attention d'une façon qui, oui, traditionnellement, un endroit qui est habituellement attribué par des auteurs pour être soi-même l'objet de l'attention dans l'histoire de l'art masculine. L'œuvre d'art, c'est l'instrument de la réputation, de la gloire de l'artiste. Ce n'est pas une fin en soi. Par exemple, des gens comme Van Gogh qui ont eu des grandes souffrances dans leur vie, on voit bien que l'auteur, n'ayant pas pu profiter de sa gloire, de son succès grâce à son œuvre, a vécu une expérience différente. Mais si on regarde surtout
pas tant les personnes qui sont devenues connues, mais les artistes, par exemple les artistes mainstream des époques passées, ceux qui ont eu un succès commercial. Alors, je veux citer personne dans l'art contemporain pour ne vexer personne. On voit bien qu'il peut y avoir un équilibre dans la vie dans lequel le travail doit finalement servir la splendeur de l'artiste. Nous, en revanche, nous avons vécu cette invitation comme une façon de rendre service. Il y avait un espace total de liberté, mais en même temps, il fallait construire quelque chose qui pouvait être utilisé. Et ça nous a beaucoup plu comme idée. Et l'usage que nous en avons fait, avec l'art conceptuel, l'utilisation des paroles en néon, c'est un usage que nous avons récupéré du commercial et rapporté vers le conceptuel avec une façon de faire très différente. Nous avons fait une œuvre dans un espace qui n'est pas commercial. Le défilé n'est pas commercial comme le musée, mais ce sont quand même des produits qui sont présentés, qui ont un prix et qui se dirigent vers un marché qui est celui du luxe. Dans notre façon d'occuper cet espace monumental, c'était un monumental paradoxal, parce que ce n'était ni conceptuel, ni commercial, et ça fonctionnait avec les mannequins qui marchaient au milieu. C'est très difficile, en fait. Nous avons, par exemple, utilisé le sol, le trottoir. Et ça, c'est le contraire du monumental. Cette question de la centralité ou de la décentralisation. C'est un petit peu du monumental discret que nous avons fait, parce que nous faisons des choses très grandes, mais qui ne se voient parfois pas tout de suite. Elles peuvent s'éteindre quand les gens entrent. Il y a beaucoup de façons différentes de jouer avec ces formats. Mais c'est vrai que la taille des espaces, c'est impressionnant, c'est un peu comme un petit stade. C'est très particulier. Et la vie des œuvres après l'exposition est aussi très particulière parce qu'il faut avoir l'espace pour les endroits, des espaces pour les envoyer, des institutions qui peuvent être intéressées par ces œuvres très grandes. Je ne sais pas où est passé tout ce travail, le travail de Judy Chicago par exemple. Une partie est allée chez elle, une partie chez nous, au Brooklyn Museum, où il y a l'exposition Dior, donc ça c'est exposé. Elle a aussi, Judy Chicago, fait une autre exposition à New York. Elle a pris la partie en anglais et nous celle en français. Le travail de Judy Chicago, mais aussi le travail que nous faisons dans la haute couture. Il y a aussi la volonté, surtout dans la mode, la haute couture, d'activer ce travail complexe avec aussi toute la partie artisanale de notre maison. C'est un autre aspect. Alors, il y a ce travail qu'on a réalisé avec Eva Jospin. Il y a cet autre aspect important, du moins pour moi, surtout pendant cette période de pandémie. C'est le fait d'impliquer des artistes qui avaient aussi envie de travailler avec les compétences artisanales incroyables. Et ce qui nous a aussi permis à Dior de les soutenir, parce que la mode, c'est un grand système. Derrière nous, il y a une chaîne immense, très très longue de gens. Et avec le Covid, dans certains pays, il y avait le risque un risque d'extinction pour certains secteurs. Un risque d'extinction pour une très grande tradition. Donc je pense que, de ce point de vue, ce travail communautaire m'intéresse parce que j'ai vu le plaisir des artistes de travailler ensemble dans ce sens-là. Il y avait, par exemple, Eva qui voulait absolument aller en Inde
J'espère qu'on pourra y aller tous ensemble pour ouvrir ce dialogue avec ces personnes qui sont elles-mêmes. Par exemple, quand je parle avec Chanakya, avec Charisma, ce sont des personnes qui apprennent elles aussi en réalisant l'œuvre. Elles posent des questions, c'est fascinant. Et ça, je trouve que l'art, c'est un moyen incroyable pour ça. C'est un moyen fantastique qui peut ouvrir un territoire de dialogue entre différentes entités qui ensuite profitent des compétences les unes des autres. C'est vrai, c'est très important ce que tu racontes. Par exemple, dans l'histoire de l'art traditionnel, on a l'impression que les artistes hommes du passé ont travaillé tout seuls, dans une solitude presque dans une chambre atomique, sans se nourrir, alors qu'on sait bien que tous les artistes, à différentes époques, selon les différentes possibilités qu'ils avaient, ont toujours reçu de l'aide de beaucoup de gens, des assistants techniques, et pas que. Donc le fait d'être auteur, ça ne veut pas dire qu'on a tout fait tout seul du début à la fin. Ça veut dire aujourd'hui qu'on a travaillé sur tout un processus. Alors toi, maintenant, tu parles des artisans, du fait qu'on doit travailler avec des artisans grâce à leur art. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser tout seul. C'est un temps, le temps qu'on passe dans l'atelier, c'est un temps de relation avec la réalité, avec la logistique d'une idée qui va permettre une incarnation. C'est aussi la façon dont notre corps réagit à la présence de ces autres choses. C'est un rapport avec l'aspect artisanal du travail qui est très présent dans ton secteur, mais aussi dans le mien. Oui, dans notre discipline, il y a toujours l'idée de prendre en photo un mannequin sur lequel on va faire un drapé. Mais c'est impossible en fait. Moi, j'ai toujours fait différemment. Pour moi, c'est impossible de penser qu'aujourd'hui, avec les dimensions de la mode aujourd'hui, on puisse faire matériellement un vêtement en le drapant sur un mannequin. Je pense que ça, c'était peut-être vrai autrefois. Dans mon travail, avec tout ce que j'essaie de faire, aussi avec les artistes, les artisans, c'est de faire comprendre aussi à quel point ce travail est articulé et à quel point il y a des composantes qui participent de façon active à un travail qui est nécessairement un travail choral et sous différents aspects. Mais c'est très difficile de faire comprendre ça. Et je dois même le dire à mes employés au travail, c'est compliqué. Pendant les interviews aussi, faire comprendre que cet imaginaire, j'ai parfois comme l'impression que c'est une sorte d'illusion, que c'est un petit peu, que c'est finalement, que les gens n'ont pas envie de perdre cet imaginaire, que c'est un peu décevant. Oui, c'est vrai. Il y a un peu un attachement morbide à la tâche de l'unicité. Et c'est vraiment une figure qu'on répète ad nauseam. Pour rester dans une sorte d'extériorité, de passivité, pour ne pas s'identifier à la position du créateur. Et je pense que c'est quelque chose qui allait bien à beaucoup de gens pendant des années. Mais aujourd'hui, je ne veux pas dire pour les femmes, mais pour un certain type de femmes en tout cas, ça ne va plus parce que ce sont des femmes qui croient dans une posture qui n'est pas celle du protagoniste en tant que tel, mais qui est la posture de montrer les possibilités qui existent dans les espaces qu'elles occupent. Il s'agit aussi d'organiser une lisibilité différente
pour avoir un rapport de force différent. Et ça ressemble un peu à une menace sur l'imaginaire. Oui, on dirait que ça menace aussi un autre aspect, celui de l'unicité, de la créativité. Et moi, je trouve aussi qu'il y a un autre aspect très fort, que du moins les femmes dans différentes disciplines ont cet aspect créatif. Elles ont du mal à faire en sorte que soit reconnu, entre guillemets. C'est comme si chacun devait créer depuis rien. J'insiste beaucoup sur le fait que je veux me définir comme quelqu'un qui crée des idées, alors qu'il y a... Je suis quelqu'un qui crée des projets, alors que d'un autre côté, on a l'idée d'un créateur qui crée à partir de rien. On oublie qu'il y a un travail dans l'atelier, un travail de construction, de projet. C'est en quelque sorte pénalisant pour les femmes, parce que cette possibilité est aussi beaucoup plus reconnue chez les hommes, l'homme créateur à partir de rien. Il faudrait en quelque sorte revisiter la tâche de l'autonomie en général, comme horizon de désir, que ce soit du point de vue émotionnel, formel ou encore social. On est dans une période dans laquelle on a compris qu'on est très dépendants les uns des autres. Aussi du point de vue de la santé, parce que bien sûr, ta santé est ma santé. C'est une chose qui a pu émerger ces dernières années. Et ce sera important d'y repenser pour comprendre à quel point nous sommes liés les uns aux autres. Et je pense que les femmes, avec le travail de soins qu'elles ont incroyablement fait pendant ces années de Covid et de confinement, je pense que les femmes ont un peu attiré l'attention de façon différente sur les différents travaux qu'elles font, avec leur passion, avec la même passion. Parce que c'est l'idée de faire ça avec la même émotion, la même passion, le même professionnalisme, s'occuper de soi-même, s'occuper de l'autre, s'occuper des enfants, s'occuper des relations. Et il y a l'espace professionnel. L'espace professionnel ne doit pas être un espace d'exclusion de l'autre. Il l'a été dans le passé parce que les exclus étaient les femmes elles-mêmes. Mais les femmes, maintenant, n'ont pas besoin d'exclure les autres dans leur espace de travail. Elles peuvent donner un droit de citoyenneté dans leur espace, que ce soit dans l'art, dans la mode, dans d'autres métiers. En effet, c'est très vrai ce que tu dis. Moi, j'ai toujours trouvé une grande disponibilité. Aussi, quand j'ai commencé avec cette idée que je voulais contacter des artistes, des personnes que je ne connaissais pas. Je l'ai fait aussi avec une certaine peur qu'on puisse me dire non, parce que de toute façon, il ne faut pas oublier les faits que quand on travaille dans la mode, dans une grande marque, pour un groupe aussi important, ça peut aussi donner immédiatement une idée de commercialisation, vous voyez. Donc, j'ai toujours été très émue quand j'ai vu qu'en fait, au moment où j'expliquais mon idée, ma vision, je trouvais en face de moi une grande disponibilité de la part de toutes les personnes que j'ai contactées, des autrices, même des personnes comme toi. Peut-être 99,99% ne savaient pas forcément ce qu'était vraiment la mode. Alors je devais vraiment me présenter parce qu'ils ne savaient pas forcément qui j'étais. Mais j'ai vraiment ressenti cette disponibilité, les faire venir dans mon territoire. Et j'étais plus inquiète finalement du fait de devoir me présenter moi-même. Mais j'ai vu cet aspect très beau chez les artistes femmes, cette envie de se mettre en jeu et d'explorer des territoires qui n'étaient pas les leurs. Il y a aussi le courage.
Soutenus par ton courage, nous avons pu faire notre geste. On s'est dit peut-être qu'elle est folle, mais en fait on a compris que tu avais compris quelque chose de différent. Dior a besoin d'appeler ses artistes. Toi, tu soutiens cette idée et c'est un dialogue qui s'ouvre, qui est basé sur, non sur la question de la sponsorisation. Je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, on sait que notre intervention a été réduite par la pandémie, il n'y a pas eu beaucoup d'écho. Mais on peut ouvrir une réflexion sur la question du branding. C'est une discussion... Alors, c'est une question qui est parfois un peu biaisée parce qu'il faut rappeler que Dior n'achète pas les œuvres avec lesquelles elle collabore. Elle leur donne une visibilité. Pour nous, pour Clairefontaine, c'était une expérience et d'exister dans des territoires différents. Bien sûr, il y a la potentialité du marché comme suprastructure, mais le marché existe partout. Tout est marché. Si on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est commercialisé et ce qu'il est, dites-le moi et moi je peux y réfléchir. Je pense que fondamentalement, habiter ces espaces qui sont rendus possibles par cette possibilité de ces marques qui offrent à des gens comme toi de travailler dans une grande liberté, ce n'est pas si différent, je suis désolée de dire, du fait de travailler avec des grandes institutions qui sont aussi dépendantes de financement privé. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les choses fonctionnent comme cela. Et je pense que ton discours soutient de façon active des programmes d'études, des écoles. Tu peux nous parler de ça? On a peut-être un peu trop parlé, je ne me rends pas compte. Bien sûr, je soutiens une école de broderie pour les femmes en Inde. Vous ne le savez peut-être pas, mais en Inde, les brodeurs sont des hommes. Et avec cette école, on voudrait non seulement donner une opportunité de travail aux femmes, mais aussi une opportunité d'indépendance à ces femmes. C'est une école qui accepte tout le monde, n'importe quel âge, n'importe quelle religion. Et c'est une activité à laquelle je tiens beaucoup. Nous avons commencé ça avec Charisma. Il y avait peut-être 15-30 personnes au début, maintenant on en a plus de 50. Et donc il y a vraiment une continuité dans ce projet. Elles n'apprennent pas seulement la broderie, il y a aussi toute une formation, des visites dans les musées, des cours. C'est une réalité très complexe pour elles à comprendre. Et donc j'y tiens beaucoup. Et il y a aussi un autre projet avec l'O-IUR de Venise, des études, un programme de master, parce que je pense que la mode a besoin d'un nouveau langage. La mode a besoin de former les nouvelles générations. Ce n'est pas une éducation classique dont on a besoin, celle que j'ai pu recevoir par exemple dans une école italienne. Aujourd'hui, en réalité, beaucoup de gens qui travaillent dans la mode aussi, des personnes très brillantes dans leur travail, n'ont pas eu une formation culturelle adaptée pour pouvoir travailler dans un secteur où on touche à tant de choses. On a eu des discussions infinies ensemble sur le colonialisme, l'appropriation culturelle. En réalité, aujourd'hui, pour travailler dans la mode, il faut une formation beaucoup plus variée, beaucoup plus ample que dans le passé. Et je pense que c'est un master qui sera une façon de former des gens qui travaillent déjà et qui veulent évoluer un peu dans leur discipline et qui veulent faire évoluer leur formation culturelle. Des choses qu'on ne peut pas trouver dans une école traditionnelle où on apprend à dessiner, à faire des patrons. Là, il y aurait tout l'aspect culturel qui est derrière la mode. Merci beaucoup. Il va falloir clore cette conversation qui a été amicale, chaleureuse, incisive.
intéressante. Vous avez aussi répondu très généreusement à toutes ces questions. Merci pour cela. Mais avant de vous applaudir, merci à toutes et tous pour votre présence. Vous avez été nombreuses et nombreux. Et j'adresse aussi des remerciements particuliers à Émilie Amen, dont le nom n'a pas été cité plus tôt, et qui est aussi une alliée de Maria Grazia et de ses équipes et qui gérait les images avec dextérité. Merci infiniment. Merci encore. Merci à toutes et tous et passez une belle soirée.